Être bien dans sa peau et réussir à l'école, c'est le défi que tout adolescent doit relever. Défi d'autant plus difficile à relever pour un jeune ayant un trouble d'apprentissage, un trouble neurologique ou toute autre forme de situation de handicap. Plusieurs parents se sentent démunis quand vient le temps d'aider leur enfant ou leur adolescent à trouver sa place dans un milieu scolaire, à se comprendre et éventuellement aussi à penser à son avenir professionnel. En fait, on peut un peu comprendre pourquoi ces parents s'inquiètent de l'avenir de leurs jeunes. Ce sont souvent des parents qui ont dû déployer de grands efforts pour que leurs jeunes obtiennent des mesures d'appui, de l'aide, bref, des chances égales de réussir. La fin des études secondaires au Québec implique un moment où le jeune doit commencer à faire des choix par lui-même, à devenir plus autonome. Et c'est une période on pourrait dire de stress, souvent, ou d'anxiété face à l'inconnu. Alors, les parents de ces jeunes-là veulent à la fois soutenir, aider, dans le fond, protéger leur enfant, mais aussi favoriser le développement de leur autonomie. Eh bien, si vous êtes parmi ces parents-là, rassurez-vous, c'est possible d'y arriver. Dans cette vidéo, il sera question de stratégies de soutien que vous pouvez utiliser pour aider votre enfant dans sa motivation scolaire, dans son intégration à l'école, dans ses choix scolaires. Il y aura aussi mention d'activités concrètes que vous pouvez mettre en place pour favoriser le développement vocationnel de votre jeune. Et enfin aussi, des ressources disponibles dans votre milieu seront mentionnées. Nous parlerons d'abord des jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme, souvent appelé aussi TSA, pour ensuite parler de jeunes ayant un TDAH, un trouble de déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et ensuite, vers la fin de cette vidéoconférence, on parlera d'autres troubles ou d'autres situations de handicap de manière un peu plus générale. Les parents de jeunes ayant un TSA, ou en fait les parents de jeunes autistes, si on peut dire, sont nombreux à s'interroger sur le développement de l'autonomie de leurs jeunes et de l'intégration aussi dans le milieu scolaire puis éventuellement dans le milieu professionnel. C'est tout à fait logique. Rappelons-nous que le trouble du spectre de l'autisme est un trouble neurodéveloppemental qui a pour impact d'altérer la communication verbale, la communication non verbale, les interactions sociales. Ça se manifeste également par, on pourrait dire, des intérêts restreints et des comportements stéréotypés. Donc, au fur et à mesure que l'enfant grandit, les attentes dans le milieu scolaire, mais dans le milieu familial aussi, sont plus élevées. Alors que le développement, dans le fond, de ces compétences-là se font plus tardivement que chez l'enfant typique. Et puis, plus que le jeune comprend que les attentes augmentent et qu'il tarde à pouvoir y répondre de la manière que les autres jeunes le feraient, ce jeune-là peut vivre toutes sortes de difficultés, du stress, de l'anxiété. Pour soutenir votre enfant, votre jeune, à cette étape-là, en fait, la première clé est de bien comprendre le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme. Et ensuite, d'aider votre jeune à bien le comprendre. Pourquoi c'est si important? Parce qu'à l'adolescence, le jeune est en construction de son identité. Alors, de bien comprendre ce qui appartient à sa structure neurologique autiste l'aide à mieux se comprendre, c'est sûr. Ensuite, mieux s'expliquer aux autres autour de lui, aux autres à l'école, aux enseignants, aux éducateurs, éventuellement à expliquer à un milieu de travail ses besoins. Mais aussi, ça va l'aider à faire la distinction entre ce qui appartient à sa structure autiste et aussi ce qui appartient à sa personnalité, à ses ressources personnelles. Dans le fond, chaque personne est unique. Alors, les jeunes qui partagent un même diagnostic ont certes des traits en commun, mais en même temps, il y a des éléments dans leur comportement ou dans leur force ou leurs difficultés qui appartiennent vraiment à la personne elle-même. Et puis, il ne faut pas trop s'arrêter non plus au diagnostic. Donc, c'est une façon de comprendre comment le jeune appréhende le monde, interagit avec les autres, mais en même temps, il ne faut pas non plus tout mettre sur le dos du diagnostic de l'autisme parce que, je répète, c'est un trouble développemental et le jeune va pouvoir apprendre, se développer, acquérir des compétences qu'il n'y avait pas plus jeune. Comment on peut arriver concrètement à faire tout ça? Bien, tout d'abord, c'est de l'aider à identifier ses forces.
parce que pour une personne autiste, c'est pas très évident de mettre des mots sur ce qui se passe à l'intérieur de soi, d'organiser ça en un tout cohérent, en tout cas cohérent pour une personne non autiste. Et puis, on leur rappelle souvent leurs limites ou leurs difficultés et ils le savent quelles sont ces limites-là et ces difficultés-là. Les forces, c'est plus difficile. Alors, soyez très actifs à observer votre jeune pendant qu'il fait des activités de loisirs, dans ses interactions avec les membres de la famille. Ça peut être aussi certaines réussites qu'il a dans les matières scolaires, sa participation à certaines activités parascolaires, et de nommer ce que vous observez comme étant une force, un talent, une facilité que vous savez qui n'est pas commun, qui n'est pas typique. Et pourquoi pas aussi l'écrire sur un tableau ou sur une feuille. Les personnes autistes sont habituellement assez visuelles. Alors, de le nommer verbalement, c'est déjà bien. Mais si le jeune autiste peut, avec vous, faire un montage, un collage, avoir un tableau dans sa chambre où on nomme clairement quelles sont ses forces, ça sera plus facile pour lui de se comprendre. Puis éventuellement de faire des parallèles entre ce qu'il est et ce que le monde du travail pourrait avoir à offrir. Je sais aussi qu'une des préoccupations des parents de jeunes autistes concerne ce qu'on appelle l'intérêt particulier, dont j'ai nommé les intérêts restreints il y a quelques minutes. Beaucoup de jeunes autistes ont une passion particulière qui consomme énormément de leur temps, pour lesquels ils s'investissent beaucoup, qui leur procure beaucoup de plaisir. Souvent, c'est une passion qui est très pointue, qui est très précise et qui ne se retrouve pas dans tous les cours à l'école, dans toutes les matières scolaires, là, et que le jeune trouve difficile de s'investir autant dans des matières moins passionnantes. J'entends des parents qui me disent qu'ils souhaiteraient que leur jeune passe moins de temps dans la passion particulière, dans l'activité d'intérêt, pour avoir du temps à consacrer dans d'autres activités, pour élargir ses horizons, diversifier ses champs d'intérêt. Bien sûr, c'est très important de diversifier ses expériences et on en parlera dans quelques minutes. Mais je trouve important de mentionner que, surtout au début et à la mi-adolescence, c'est important d'accorder du temps à la passion particulière, de laisser le jeune avoir du temps pour ces activités-là. Tout d'abord parce que ça lui fait du bien, c'est un moment de détente, et ça peut atténuer ce que je nommais tantôt comme étant les stresseurs ou les moments d'anxiété. Ensuite de ça aussi, étonnamment, le jeune autiste se développe dans son intérêt particulier, dans sa passion particulière. Il développe sa confiance en lui, son estime de soi, son sentiment de compétence. Pour la personne non autiste, pour le parent, pour un professeur, ça peut sembler très étroit comme type d'activité, mais je vous rassure, le jeune apprend énormément de choses sur lui et sur le monde par le prisme de cette activité-là très pointue. Donc, n'hésitez pas à lui accorder une certaine place, à ne pas le freiner, trop le limiter dans les exercices de ses loisirs-là, de passion. Mais on va vouloir éventuellement que ce jeune-là vive d'autres expériences, aille un petit peu plus loin que ce qui est connu. Un point de départ, ça serait de l'inciter à faire plus les choses par lui-même. Dans des tâches domestiques à la maison, dans son hygiène personnelle, dans ses activités, dans la gestion de son quotidien, ses devoirs, ses leçons. Alors, je sais que ce sont souvent des jeunes qui manifestent peu d'initiative et que le parent va souvent prendre beaucoup en charge le quotidien. Mais je pense que le point de départ pour donner un peu plus de confiance aux jeunes et puis qu'il ait moins peur d'aller vers des activités nouvelles est d'abord de le laisser un peu plus faire par lui-même les choses. Puis aussi, ensuite de ça, surtout vers la fin de l'école secondaire, encore une fois au Québec, l'amener à vivre des activités nouvelles. Donc, ça peut être de trouver un emploi d'été, un emploi étudiant, de faire des activités portes ouvertes, élèves d'un jour. Ça peut être des choses qui durent une journée seulement, qui sont assez simples, mais qui sont en dehors de la routine ou en dehors du connu, pour que le jeune vive cette expérience-là d'une nouveauté qui puisse se solder en réussite. Parce que je rencontre des étudiants dans le cadre de mon travail de conseillère d'orientation, des étudiants autistes qui ont vraiment peur de cette nouvelle expérience-là, par exemple, quand ils n'ont jamais travaillé. C'est très épeurant de se lancer dans cette entreprise-là parce qu'ils n'ont pas de repères, on pourrait dire, expérientiels ou visuels. À quoi ça ressemble, en fond, une journée de travail.
Puis aussi, je rencontre certains parents qui me disent qu'ils veulent pas trop que leurs jeunes partent en voyage ou aient un emploi, ou, par crainte qu'ils vivent trop de difficultés et que ça soit un échec, dans le fond. Même certains parents hésitent à encourager leurs jeunes au secondaire jeunes autistes à aller au collégial, à aller au cégep, par crainte justement que certaines matières soient trop difficiles. Mais c'est sûr qu'on ne veut jamais exposer quelqu'un à une situation qui est vouée à l'échec, mais en même temps, dans certains cas, advenant l'échec n'est pas si négatif que ça. Donc, j'ai rencontré certains jeunes dans le cadre de mon travail qui m'ont partagé que c'était l'échec à une matière scolaire spécifique qui leur a fait comprendre ce que leur entourage leur disait, ce que des professeurs leur disaient sur le choix ou bon ou moins bon choix là, de programme d'études, par exemple. Donc, parfois, autant un échec peut sembler très douloureux, si le jeune est amené à en vivre un, il apprendra quand même, il se développera dans cet échec-là s'il a votre soutien, s'il a le soutien d'un conseiller, d'un éducateur spécialisé. Une autre piste gagnante aussi pour permettre aux jeunes de se sentir un peu plus prêts à faire face à des nouvelles expériences puis éventuellement s'intégrer dans un nouveau milieu scolaire comme la transition du 5e secondaire au collégial, éventuellement la transition du collégial vers l'université, c'est de lui montrer des modèles d'adultes autistes qui ont réussi leur vie adulte, leur vie professionnelle. Ils sont de plus en plus nombreux, ces adultes-là, qui ont publié des livres, qui apparaissent dans des émissions d'affaires publiques, qui ont participé à des documentaires. Toujours au Québec, j'en pense à quelques-uns que vous pourrez peut-être découvrir sur Internet ou par des publications, notamment l'humoriste Louis T qui a participé à un documentaire qui parle ouvertement de son autisme. Également la travailleuse sociale et auteure Brigitte Harrison qui intervient auprès de jeunes autistes, qui partage beaucoup ses connaissances et qui mène une carrière tout à fait florissante dans un métier qui semble tout à fait pas typique des personnes autistes, c'est-à-dire la relation d'aide. Donc, en résumé, on pourrait dire que pour soutenir son enfant autiste, on peut d'abord bien comprendre le diagnostic et l'aider à l'expliquer aux autres, reconnaître et nommer ses forces, ses talents, ses habiletés, accorder de la place à l'intérêt particulier comme vecteur de développement du sentiment de compétence, l'inciter à vivre des expériences nouvelles, même si ça fait peur au début, l'exposer à des modèles d'adultes autistes. Il n'y a pas que les parents de jeunes autistes qui seront préoccupés par la persévérance, la motivation, la réussite de leurs jeunes ayant un trouble neurologique. Les parents de jeunes ayant un trouble de déficit de l'attention, un TDAH, auront tout autant cette préoccupation-là. Et peut-être même d'autant plus une inquiétude en lien avec l'obtention d'un diplôme, un diplôme d'études secondaires ou un diplôme professionnel, un diplôme qualifiant. Revenons un petit peu à la base. La motivation repose essentiellement sur l'estime de soi, la confiance en soi. Comme c'est le cas pour les jeunes autistes, les jeunes ayant un TDAH auront tout autant besoin de se sentir compétents dans une tâche scolaire pour avoir envie de la faire et de la faire jusqu'au bout. Et le TDAH affecte beaucoup l'estime de soi. Je rencontre dans le cadre de mon travail de nombreux jeunes ayant un TDAH. Ils me disent souvent qu'une des choses qui les blesse et qu'ils doivent constamment, ou en tout cas ils sentent qu'ils doivent travailler 2 fois plus fort que les autres élèves pour obtenir un résultat qui est en fait insatisfaisant ou du moins pas à la hauteur des efforts qu'ils sentent qu'ils ont fournis. Ça vaut donc la peine de s'intéresser à cet aspect-là de votre jeune et de l'aider, dans le fond, à renforcer leur estime de soi, leur confiance en eux. Une des pistes de base serait de les encourager à quand même s'impliquer dans des activités extrascolaires, c'est-à-dire en dehors des matières obligatoires, en dehors des cours. Tout d'abord parce que ces jeunes-là ont beaucoup d'énergie et ça va les aider à canaliser leur énergie dans quelque chose qui est productif, qui est plaisant et qui est valorisant, mais surtout pour qu'ils puissent vivre une réussite qui est en dehors du contexte scolaire, qui est en dehors, dans le fond, de l'aspect académique, où ils pourront avoir enfin des réussites, puis du plaisir et de l'accomplissement
dans quelque chose qui n'est pas constamment ce qui les ramène, on pourrait dire, vers le bas. Et puis, quand je suggère ça à des parents, certains parents me disent être inquiets de voir que leur enfant passe moins de temps dans les livres alors qu'il a des difficultés à l'école ou qu'il a des moins bons résultats scolaires. Peut-être qu'à court terme, ça peut sembler un peu, on pourrait dire, contradictoire comme stratégie, mais sur le long terme, ça peut être vraiment avantageux. Parce que plus que le jeune va sentir qu'il vit des réussites, plus qu'il va faire confiance en lui et qu'il va avoir un peu plus le goût d'aller se lancer dans ces fameux cours-là pour lesquels il se sent voué à l'échec d'avance. Il va se sentir plus confiant à surmonter des défis qui semblaient insurmontables au départ. Et puis, ces activités-là, c'est une belle occasion d'apprendre sur soi. La connaissance de soi, c'est la base. La construction de l'identité, c'est la base de ce qui va devenir le choix professionnel. On peut apprendre sur ses intérêts, ses forces, ses valeurs, ses traits de personnalité. Aussi, une autre stratégie qui peut être gagnante, c'est d'aider le jeune à devenir plus autonome dans, on pourrait dire, la gestion de son TDAH. Plusieurs de ces jeunes-là prennent une médication qui les aide à la concentration, qui atténue l'aspect d'impulsivité. Mais en grandissant, en vieillissant, il est très avantageux de ne pas que reposer sur la médication et puis de développer puis d'apprendre à s'approprier une planification de son temps, par exemple, une gestion des priorités. Donc, vous pouvez toujours aider votre jeune à se bâtir une grille de planification de son temps dans la semaine où chaque activité est mesurée, chronométrée, où il peut voir combien de temps il doit consacrer à l'étude d'une telle matière, combien de temps il a le droit de consacrer à son activité de loisir ou une activité plaisante, combien d'heures dans la vie sociale, combien d'heures dans le travail rémunéré, et puis l'amener à faire ses propres choix dans ce qu'il priorise et des résultats qui vont en courir. Et puis ça va lui servir pour la vie adulte, parce que dans la vie adulte, il devra gérer son propre temps et ses propres priorités. Aussi, les personnes ayant un TDAH sont de nature un peu plus impulsive. On pourrait dire qu'ils ont tendance parfois aussi à ne pas aimer trop mettre d'efforts dans des activités déplaisantes et au contraire, être vraiment très concentrés dans une activité qui est passionnante et plaisante. Donc, certains jeunes me disent, moi, j'ai un TDAH dans les cours que j'aime pas, mais quand je fais ce que j'aime, je suis concentrée vraiment très beaucoup. Donc, ce qui peut être utile aussi, c'est de faire voir à votre jeune un autre angle de cette fameuse matière-là qui est déplaisante ou pour laquelle il n'arrive pas à se concentrer, qui lui semble inutile. Moi, je travaille au niveau collégial. Alors, j'entends souvent des jeunes me parler des cours comme la philosophie ou la littérature qui ont de la difficulté et qui semblent pas voir la pertinence, alors que moi, je sais qu'il y en a une. Alors, vous, comme parent, comme travailleur, vous pouvez aider votre jeune à voir en quoi, quand on est rendu un adulte, cette matière-là ou cette connaissance-là, elle est réellement utile, elle a sa place. Ça peut être des mathématiques, j'ai nommé le français, la philosophie, mais ce sont toutes des matières qui sont utiles dans la vie adulte. Enfin, les personnes ayant un TDAH ont souvent beaucoup d'intérêts. Ils sont très actifs. Des fois, on dit même qu'ils butinent un petit peu. Ils sont volatiles, ils touchent à tout. Alors, il leur arrive de commencer un programme d'études ou commencer certaines options scolaires, ne pas trop aimer ça, ne pas s'y investir à fond et vouloir changer. Mais en fait, ce que je vous dirais, c'est que ça peut... et certains se culpabilisent toutefois de perdre du temps à échouer des cours ou changer de parcours, de profil, de programme d'études. Mais aidez-les à dédramatiser ces rebonds-là ou ces revirements-là. Parce que ces changements-là de parcours sont une occasion d'apprendre sur soi, apprendre sur le monde du travail, apprendre sur ses interactions avec les autres. Donc, évidemment, on ne sait pas qu'on veut les prévoir d'avance, ces changements-là. Ils sont un dernier recours, mais il faut dédramatiser. Reprendre des cours ou prendre un an de plus pour faire un programme d'études, ce n'est pas si dramatique et ça les aide à apprendre. Donc, pour soutenir son enfant et un TDAH, on peut l'encourager à faire des activités dans lesquelles il a du plaisir et qu'il se sent compétent, lui montrer des stratégies de gestion du temps et des priorités et l'accompagner dans la mise en application de ces stratégies, montrer l'utilité de certaines matières scolaires qu'il trouve ennuyantes, dédramatiser les changements de parcours
de programmes ou les réorientations. Je vous ai parlé de jeunes autistes et de jeunes ayant un TDAH, mais je rencontre dans le cadre de mon travail des jeunes qui ont toutes sortes d'autres troubles. Troubles de santé mentale, troubles moteurs, troubles auditifs, troubles visuels, et qui auront des grands défis au regard de la diplomation et du monde du travail, de l'intégration dans un milieu scolaire, et dont les parents auront des inquiétudes. De naissance, liées au développement ou à caractère épisodique, ces difficultés-là sont parfois très grandes. Mais vous pouvez soutenir votre enfant dans la réussite d'abord personnelle, ensuite scolaire, puis éventuellement professionnelle. Puis, dans le fond, ces jeunes-là, comme on a parlé chez les jeunes autistes et TDAH, le point de départ revient encore à la confiance en soi et l'estime de soi. Ces jeunes-là ont souvent pas eu l'occasion de développer certaines habiletés en raison de leur situation de handicap qui était trop limitante. Alors, permettez-leur de se mouiller un peu, de se risquer à développer davantage une compétence. Donc, ça peut être un emploi d'été, une activité parascolaire. Je rencontre certains qui ont tellement de difficultés, qui ne font que les matières obligatoires et qui n'ont pas eu d'exposition à d'autres types d'activités. Alors, ça peut valoir la peine de les inciter à vivre une telle activité, même si ça va demander peut-être beaucoup d'accommodement du milieu pour permettre aux jeunes, avec une limitation visuelle ou auditive, par exemple, de participer à une activité de groupe. Puis, ces réalisations-là, aussi modestes soient-elles, peuvent être ensuite consignées, par exemple, dans un portfolio, donc un jeune qui fait des dessins, qui fait du graphisme, et un jeune qui a fait de la musique, s'enregistrer, et puis de pouvoir consigner ça dans un portfolio qu'il pourra ensuite présenter à un éventuel employeur ou pour une sélection dans un programme d'études. Lorsque ce ne sera pas le dossier scolaire qui permettra l'accès à une formation, bien, ça peut être d'autres formes de réussite qui seront une manière de passer à une autre étape dans son cheminement. Puis aussi, pour les jeunes qui rêvent à un métier qui peut sembler irréaliste par rapport à leurs limitations, bien, je recommanderais aux parents de ces jeunes-là de ne pas éteindre trop vite l'étincelle. Bien sûr, on ne veut pas faire croire des choses complètement irréalistes à un jeune, mais un rêve professionnel, c'est vraiment un moteur, dans le fond, d'implication, de motivation, d'engagement dans un programme d'études, puis éventuellement une réussite. Donc, votre jeune pourrait peut-être envisager une profession connexe à la profession qui le fait rêver, sans complètement devoir éliminer cette option-là. Je vous donne un exemple. Par exemple, un jeune qui serait en fauteuil roulant et qui rêverait de devenir policier. Eh bien, évidemment, on sait qu'il ne pourra pas exercer le rôle de policier tel qu'on le connaît, mais peut-être qu'il pourra envisager un travail de répartiteur d'appels d'urgence dans un centre d'appel. Donc, ce jeune-là pourrait être au cœur de l'action des situations d'urgence, mais sans devoir faire preuve de mobilité. Des outils technologiques aussi peuvent compenser certaines limitations et permettre à un jeune de pouvoir faire une profession qui ne semblait pas possible au départ. Des lentilles grossissantes ou des logiciels grossissants peuvent, par exemple, permettre à un jeune avec une déficience visuelle de devenir graphiste. Ce sont des exemples réels là, que je vous donne. Aussi, bien, il y a plusieurs ressources dans la communauté et dans le milieu qui peuvent aider un jeune qui traverse une période difficile. Donc, les organismes communautaires à vocation particulière qui sont en lien avec le handicap comme tel et qui peuvent donner toutes sortes de stratégies ou de moyens que vous ne connaissez pas, mais qui peuvent pallier à certaines limitations et permettre l'intégration dans le milieu scolaire, l'intégration en emploi, la réussite éventuellement professionnelle. Donc, pour soutenir son enfant en situation de handicap, vous pouvez l'aider à découvrir ses forces en l'observant et en lui communiquant vos observations. Ne pas avoir peur à ce qu'il vive des échecs. Les défis raisonnables sont une occasion de développement de l'estime de soi. Misez sur ce qu'il est capable de faire. Aidez-le à construire un portfolio de ses réalisations. Et puis, il n'y a pas que vous. Bien sûr, le rôle de parent, c'est d'aimer son enfant et puis de tout mettre en place pour maximiser son développement, son bien-être, sa réussite.
Mais il existe des professionnels pour aider un jeune à se comprendre, à s'accepter et puis à faire des choix éclairés. Et ce professionnel-là, c'est le conseiller d'orientation. Les conseillers d'orientation ont pour champ d'exercice d'évaluer le fonctionnement psychologique, les ressources personnelles, les conditions du milieu de la personne, dans le but d'intervenir sur son identité et puis de maintenir des stratégies lui permettant de prendre des décisions éclairées. Ça peut sonner assez théorique, cette description-là, mais concrètement, dans le fond, un conseiller d'orientation peut intervenir en groupe ou individuellement avec des personnes, puis, bien sûr, administrer peut-être des tests d'intérêt ou de personnalité. C'est un peu le travail classique qu'on connaît du conseiller d'orientation, mais aussi l'amener à faire des réflexions, des activités qui vont viser sa compréhension de soi, sa connaissance de soi, son pouvoir d'agir, donc lui permettre de découvrir ce sur quoi il a du pouvoir dans sa vie, et puis de s'engager aussi dans l'action. Parce que souvent, ça, c'est l'autre bout qui est plus difficile pour les parents. Le jeune a plein de rêves, plein d'ambitions, mais il ne passe pas à l'action. Le conseiller d'orientation peut l'aider à cet égard-là. Et ce sont les conseillers d'orientation qui ont l'expertise nécessaire pour pouvoir intervenir auprès de jeunes en situation de handicap au regard de leur choix professionnel. Donc, on peut consulter d'abord le conseiller d'orientation de son établissement d'enseignement, dans les organismes communautaires qui offrent des services d'orientation gratuits pour les jeunes. On peut aussi utiliser le site de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec, qui contient un répertoire des conseillers d'orientation en pratique privée. Et enfin, je vous recommande d'utiliser la section Espace parents sur le site de l'Ordre des conseillers d'orientation. Et il y a une sous-section Besoins particuliers dans laquelle il y a une foule d'informations et de ressources pour les parents et les jeunes en situation de handicap. Alors, s'il y a une seule chose qui sera à retenir de l'échange que j'ai eu avec vous aujourd'hui, c'est que les jeunes ayant des besoins particuliers sont ni moins ni plus habiles qu'un jeune, on pourrait dire, qui n'a pas ce type de trouble-là. Mais toutefois, ces jeunes-là vont avoir un profil atypique. Donc, ils vont souvent avoir des forces dans des choses qui sont très rares ou plutôt insolites. Par exemple, en art visuel, en écriture, aux échecs, un talent de musical, un talent de contact avec les animaux, par exemple. Puis en contrepartie, ces mêmes jeunes-là vont avoir des grandes difficultés dans des choses qu'on pourrait dire que ça relève du sens commun. Je pense notamment à exprimer ses besoins, simplement parfois lever la main en classe pour poser des questions. Donc, autant ces jeunes-là ont un profil atypique, il faut le plus possible les aider à se comprendre et à se rendre compte qu'ils ont leur place dans le monde du travail, ils ont leur force. Donc, vous êtes là pour les aider, les conseillers sont là également pour les aider. Alors, sur ce, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à consulter le site de l'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec.